Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Grande Tendance proposée par AGP en partenariat avec BFT Investment Managers. Je suis Annette Burgdorf, journaliste franco-allemande et je suis ravie d'animer les échanges de cette émission. D'abord, je tenais à vous remercier de vous être connectés pour suivre cette émission inédite. Vous êtes les adhérents de l'association AGP et aussi d'autres spectateurs intéressés par la finance responsable. Je suis aujourd'hui avec Evrard Wendenboom, explorateur scientifique, dont vous venez découvrir les magnifiques images du générique, et également Christian Rabot, administrateur d'AGP depuis 2014. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christian, ma première question pour vous, qu'est-ce que c'est l'AGP ? L'AGP, c'est une association d'assurés qui existe depuis plus de 40 ans, 45 ans, et elle apporte à 580 000 adhérents des solutions en matière de protection du patrimoine, en matière de santé, en matière d'épargne, de prévoyance et de retraite. Merci Christian. Donc au cœur de cette nouvelle émission sont les grandes tendances, les changements profonds des conditions économiques et sociétales également qui se produisent sur le long terme et qui représentent, je dirais, une opportunité d'investissement singulière. AGP a lancé une consultation inédite auprès de ses adhérents pour qu'ils donnent leur avis sur la grande tendance de l'année 2021. Et nous allons donc découvrir leur vote et le choix du gestionnaire de la SICAV Grande Tendance BFT-IM. Donc nous avons plaisir aujourd'hui de réunir trois acteurs qui ont des visions, je dirais, complémentaires sur le thème de la préservation de notre planète. Donc, Evrard Wendenboom, Christian Rabot, mais aussi Varun Buntrock, dirigeant de BFT-IM. Ces échanges inédits entre les trois mondes s'inscrivent dans la volonté d'AGP d'être considéré comme un acteur engagé de la finance responsable. Et sachez, nous serons également accompagnés dans cette émission par le dessinateur Gabs, que vous connaissez peut-être. Bonjour Annette, bonjour à tous. Et comme vous pouvez le constater, nous ne portons pas de masque ici sur le plateau parce que nous respectons justement les gestes de sécurité. Et maintenant, pour commencer cette émission, je vous propose d'écouter Constance de Pensin, déléguée générale d'AGP. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Fin 2020, nous avons lancé la deuxième consultation sur les grandes tendances. C'est une innovation dont nous sommes fiers. Comme vous le savez, AGP est une association engagée. Et par cette consultation, nous avons souhaité vous sensibiliser aux grands enjeux de demain et vous montrer comment vous pouvez y contribuer par votre épargne, que ce soit en assurance vie ou en retraite. Vous avez choisi la transition énergétique, comme l'année dernière. Vous allez découvrir, lors de l'émission qui va suivre, la tendance qui va être choisie pour 2021 par la société de gestion BFT, au regard des critères et de l'analyse financière. Je vous souhaite une très belle émission. Merci Constance. Donc 2021 sera l'année de la transition énergétique pour les adhérents d'AGP. Merci encore. Cet avis va être confronté justement à l'analyse financière de BFT-IM, ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Mais nous allons débuter maintenant nos échanges avec Christian et Evrard. Donc Evrard, vous êtes un explorateur des temps modernes, un défenseur de la nature, surnommé par les journalistes l'aventurier des mondes perdus, le French Doctor de la biodiversité. Vous êtes scientifique de formation. Vous sillonnez les recoins les plus inaccessibles de la planète depuis vos 18 années. Ouais, depuis longtemps. Et vous êtes aventurier, photographe également, réalisateur et de documentaires. Donc vous rapportez de vos voyages des splendides images, d'incroyables récits d'aventures qui ont été publiés et aussi présentés dans des festivals, des émissions de télévision, etc. Vraiment magnifiques. En 2009, vous fondez l'association environnementale Nature Évolution et dont l'un des objectifs est de protéger les dernières terres inconnues de la planète, leur biodiversité et aussi leur population avant qu'il ne soit trop tard. Donc je dirais, toutes ces activités font que vous êtes un entrepreneur de l'environnement. Qu'est-ce qui vous anime ?
d'une part un amour de la planète, globalement, de l'endroit sur lequel on vit, et puis aussi une conscience relativement aiguë qui vient sans doute de mes études en partie, et aussi de mes voyages, de mes expériences, de la fragilité du monde vivant, et je dirais aussi de notre propre vulnérabilité. Donc voilà, c'est un ensemble entre la beauté, la vulnérabilité, et voilà. Ce qu'il faut comprendre, et peut-être que ça permettrait de replacer un petit peu nos échanges dans un cadre planétaire, je dirais, c'est que, on le sait, aujourd'hui la planète tourne pas rond, et il me semble nécessaire de se rendre compte de qui nous sommes, nous. Trois petits êtres humains qui ont mis quelques millions d'années à être conçus par notre planète, ou par le vivant, et qui, le vivant lui-même, a mis quelques milliards d'années à se développer sur la planète. On est tout petit dans un grand On est un microscopique truc qui peut disparaître en quelques minutes, je dirais presque, enfin, ou en tout cas en quelques dizaines ou en quelques centaines d'années. Et je trouve que cette notion-là, cette posture-là, permet aussi de se rendre compte des efforts qu'il faut faire pour que cette belle planète continue de vivre, et puis pour que nos enfants puissent continuer de vivre également. Et juste, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste par rapport à cet avenir? Non, alors ouais, tout ce constat-là me rend toujours peut-être un peu pessimiste, mais c'est pas le cas. Enfin, en fait, je pense qu'on peut même plus être véritablement pessimiste. Il n'y a plus le temps d'être pessimiste. Il me semble que ça sert à rien. Moi, je suis plutôt ni optimiste ni pessimiste. Je suis plutôt dans l'action. Voilà. Il me semble que c'est nécessaire d'agir aujourd'hui. Alors, vous dites que la situation est assez dramatique sur notre planète. Vous êtes sur le terrain. Quelles sont vos observations? Alors là, je pourrais vous citer une centaine d'exemples, malheureusement, de ce qui se passe sur la planète. Mais là, comme ça, ce qui me passe par la tête, c'était il y a à peu près 1 an, par exemple, on descendait une rivière donc au fin fond d'une île d'Indonésie qui s'appelle Sulawesi, ex-Célèbes pour ceux qui connaissent plutôt ce nom-là. Et c'est un coin qui n'est pratiquement pas traversé par qui que ce soit. Il n'y a absolument personne qui habite dans ces endroits-là. Et puis pourtant, au bout de quelques jours de descente d'une rivière, on finit par entendre des bruits. Au début, on a l'impression que c'est des abeilles, des choses comme ça. Et puis plus on s'approche, plus on comprend que c'est un bruit de moteur humain. Et puis c'est pas un moteur, mais 10. Puis c'est pas 10, c'est 100. Et là, on se retrouve devant une armada de bûcherons illégaux avec des tronçonneuses qui dégomment des arbres entiers et des arbres qui font 40 mètres de haut. Ce qu'il faut imaginer, c'est que dans ces forêts-là, ces forêts tropicales dont je suis éperdument amoureux, je crois maintenant, un arbre, c'est une planète à part entière. C'est des milliers d'individus qui habitent cet arbre. C'est comme leur maison, quoi. Donc moi, personnellement, quand je vis ce genre de choses, je ne vais pas dire que ça me démoralise, au contraire, ça me donne une sorte de colère et une sorte de rage, et je suis extrêmement touché. Mais est-ce que les populations ont vraiment le choix, en fait, justement? C'est vrai que quand on dit ça, le constat global, c'est de se dire que quasiment toutes les dégradations, que ce soit celles que je viens d'évoquer, ou par exemple les plastiques qu'on trouve sur des plages, ou les feux de forêt, etc., tout ça, le facteur commun, c'est l'homme. Donc on peut se dire, l'homme est toujours responsable. Mais vous avez raison de le souligner, il est responsable, certes, mais la plupart du temps, il n'a pas le choix. Je pense que, enfin, j'en suis même persuadé, puisque c'est un peu le but de notre association, à partir du moment où on arrive à proposer des alternatives à ces communautés, il n'y a aucune raison qu'ils continuent à dégrader leur environnement. Et je pense d'ailleurs que cette évolution-là, naturelle, elle vaut aussi pour nous. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où on sait, on nous le dit tout le temps, que notre mode de vie n'est pas bénéfique, voire même qu'il est carrément catastrophique. Mais la plupart des gens ne savent pas. Moi, je le vois dans des échanges, dans les différentes conférences auxquelles je peux participer. Les gens me demandent souvent « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je pense qu'à partir du moment où on saura proposer des alternatives, et là, elles existent déjà, il faut maintenant juste qu'on les appuie, mais à partir du moment où les gens verront qu'elles existent et qu'on peut les utiliser, ils seront ravis de les prendre. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre de votre association Nature Évolution? Quelles sont les actions concrètes pour justement prendre en considération tout un écosystème? Parce que c'est ça, j'imagine, aussi la clé. Oui, alors en fait, on se penche donc nous précisément sur les mondes perdus, donc les derniers endroits de la planète où l'homme n'a jamais mis le pied, ou en tout cas l'homme moderne n'a pas mis le pied, ou tout au moins où il n'a pas commis de dégradation majeure. Et pour pouvoir protéger ces endroits-là, on s'est très vite aperçu qu'il fallait d'abord se pencher sur les communautés qui y vivent, qui, a priori, sont celles qui l'impactent le plus. Et donc, si on veut que l'écosystème soit protégé, il faut d'abord offrir un avenir décent
aux communautés locales. Donc ça passe par énormément d'initiatives différentes. On a de l'aide humanitaire, si je puis dire, donc de l'aide sociale, on construit des écoles, on construit des dispensaires, on permet à ces gens d'avoir un accès aux soins, un accès à l'éducation, etc. Mais il y a aussi une aide économique, très clairement. Donc on essaie en gros de créer un écosystème humain vivable et durable, donc avec de l'apiculture, avec de l'agriculture durable, avec de l'écotourisme également. Voilà, ça c'est le type d'action. Évidemment, c'est associé aussi à des actions environnementales, type reforestation, suivi écologique, recherche scientifique, etc. C'est vraiment un tout, on va dire une dizaine de projets à chaque fois sur un village, juste pour permettre à ce village de trouver les ressources nécessaires pour sa survie à long terme. Ça, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Et puis, il y a une autre forme d'action qu'on mène ici, qui est plutôt de l'ordre de la sensibilisation et du lobbying, c'est pas le bon terme, mais l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience à nos interlocuteurs, donc des enfants quand on fait des interventions scolaires, des adultes quand on fait des expositions au Musée des Confluences, par exemple, comme c'est le cas en ce moment, ou à la Cité des Sciences, ou des films à la télévision, de faire prendre conscience de la beauté de cette planète et justement de la vulnérabilité dont je faisais part tout à l'heure. Je pense que ça peut être un moteur. Moi, on m'a parfois dit que prendre conscience de tout ça, ça pouvait être négatif, c'est-à-dire que les gens pouvaient se sentir abattus et ne plus avoir d'énergie. Moi, je pense que je suis tout à fait d'un avis contraire. Je suis persuadé que quand on a conscience des choses, c'est là qu'on est capable d'avoir l'énergie pour se battre. Et justement, il faut informer et faire ça d'une manière didactique pour amener vers un changement. Mais je pense on n'est peut-être pas toujours vraiment conscient de l'impact de notre mode de consommation. Alors nous, on travaille en partie à Madagascar et en Indonésie. Et il y a un exemple en Indonésie qui est frappant, c'est l'exemple du nickel. Alors tout le monde a déjà entendu parler du nickel, c'est un métal, bon, et c'est surtout un des métaux les plus chers du monde. Plus cher veut dire que quand on arrive à l'extraire, on s'en met plein les poches. Hein. Et donc il y a certains pays, et notamment l'Indonésie, et notamment l'île de Sulawesi, qui est la ressource principale en nickel. Et donc il y a une manne économique gigantesque là-dessus. Et ce nickel, en fait, on n'en a pas forcément conscience, mais il est autour de nous partout, dans tous les aciers inoxydables, dans tous nos téléphones portables, dans tous nos ordinateurs, dans tous les tableaux de bord de voitures, etc. Il y en a absolument partout. Et ce nickel, ça à la limite, bon, tant mieux, on se dit, il y a une super matière première, etc. Sauf que pour l'extraire, évidemment, c'est pas bien joli. On est obligé de raser toutes des forêts entières. Et là, je parle de centaines, de milliers de kilomètres carrés de forêts primaires qui sont rasées. Le nickel, en gros, ça se situe sur les 20-30 premiers mètres de la surface du sol, enfin sous le sol. Donc d'abord, on rase l'arbre, et ensuite, on ratisse tout, on fait exploser absolument tout. Donc rien que ça, évidemment, c'est une catastrophe environnementale, mais là-dessus s'ajoute une autre, qui est que cette terre, cette gigantesque quantité de matière, doit être acheminée dans des fonderies. Et donc il y a un transport qui prend quelques semaines, qui est tracté sur des immenses barges jusqu'en Chine. Et là, ça arrive dans des fonderies. Et ces fonderies consomment à peu près, une seule fonderie consomme à peu près l'équivalent d'une ville, en termes d'énergie, hein, d'une ville de 500 000 habitants. Il y en a des centaines des fonderies qui alimentent comme ça la matière première pour nos entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit améliorer, parmi tant d'autres, c'est la traçabilité, le fait qu'on puisse être au courant d'où viennent les choses qu'on utilise tous les jours. Ça, c'est pas gagné. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, en fait. Alors ça s'améliore, mais... Et même, je dirais que ce qui est étonnant, c'est que les entreprises ont une obligation aujourd'hui de suivre et de savoir précisément d'où viennent leurs produits, et même jusqu'à la source exacte de chaque matière première. Malheureusement, la réalité, elle est tout autre pour l'instant. Oui, on voit qu'il y a vraiment un impact direct de notre mode de consommation sur le climat, la biodiversité. Merci. Christian, donc peut-être une première réaction aux images, aux propos Je crois qu'il n'y a aucun doute que la situation est grave, et c'est justement grâce à des témoignages comme celui-ci et aux voyages et aux films qui sont montrés que petit à petit on arrive à prendre conscience effectivement que notre monde est sans doute dans une impasse, que j'exprimais sous la forme de cette contradiction. Il me semble qu'on a à la fois une extrême pauvreté et une extrême richesse dans ce monde. Les gens très pauvres rêvent assez largement, sinon de notre mode de vie, au moins de notre niveau de richesse, et on sait très bien que
s'il voulait consommer et dépenser autant que nous le faisons, nous, en Occident, les ressources de la planète n'y suffiraient pas. Donc il faut trouver une autre voie, car il n'est pas question de leur interdire, me semble-t-il, d'avoir le même niveau de vie, de santé, de déplacement que nous. Tous les peuples du monde ont le droit à ces libertés et ces droits. Et en sens inverse, on ne voit pas très bien comment on pourrait satisfaire ces besoins si on continue à les fournir, les alimenter comme on le fait aujourd'hui. Donc il faut changer. Justement, comment voyez-vous le rôle des acteurs économiques dans ce combat? La même question pour vous deux. Quel est le rôle des entreprises et justement des marchés financiers? Evra, si vous voulez commencer. Alors, je commencerai par un petit chiffre qui est frappant. En fait, dans le monde de la protection de l'environnement, protection de la biodiversité, protection ou la lutte contre le changement climatique, on sait aujourd'hui qu'il y a seulement 3% du budget du mécénat mondial qui est dédié à ces causes-là. Moi, ça me choque à chaque fois. Rien. On s'attendrait évidemment à ce que ce soit beaucoup plus, puisque c'est une des causes majeures des catastrophes actuelles, etc. Mais pour l'instant, ça reste encore une sorte de parent pauvre du mécénat. Donc il est clair qu'il y a quelque chose que les entreprises peuvent faire déjà, c'est contribuer, alimenter, on va dire, cette philanthropie générale pour ces causes-là. Mais au-delà de ça, au-delà du mécénat, je pense qu'il y a, tout le monde conviendra ici, et je suis loin d'être le mieux placé pour le dire, que le monde de la finance, si je puis dire, est certainement le mieux placé pour enclencher des changements majeurs, pour mettre de l'argent là pour le bien, pour le futur, etc. Donc il y a véritablement quelque chose à faire. Je dirais que la principale difficulté, c'est l'espèce de conflit qu'on oppose toujours entre celui qui a envie de faire de l'argent et celui qui veut protéger la nature. Il semblerait que les choses soient un petit peu différentes. J'ai lu il n'y a pas si longtemps quelque chose qui disait que 66% des gens en France, c'était un sondage français, étaient prêts à payer plus des produits, plus cher des produits, qui étaient produits par des entreprises vertueuses. Bon, ça veut dire que toutes les entreprises qui ont envie d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé, elles n'ont qu'à s'impliquer dans la protection de la nature et s'engager dans des initiatives de transition énergétique, par exemple, etc. Voilà, je pense que marier business, si je puis dire, ou en tout cas création de revenus et protection de la nature, c'est absolument pas incompatible. Ce n'est pas une contradiction. Alors, Christian, le rôle des entreprises et des marchés financiers, comment vous voyez ça ? Le rôle des entreprises, il est absolument essentiel. C'est évidemment elles qui inventent les produits, qui les fabriquent et qui les mettent à disposition. Et je crois que les entreprises, qui ont souvent tardé à prendre conscience effectivement des problèmes, parce qu'elles sont peut-être trop prises par le court terme, sont quand même aussi capables de comprendre que leur propre survie est en cause, à moyen ou à long terme. Une entreprise, ça a besoin d'avoir un client qui soit vivant, qui soit en bonne santé, qui ait des moyens, qui ait envie d'acheter leurs produits, et non pas quelqu'un qui va s'en détourner parce que l'entreprise continue à produire malgré lui des produits dont elle n'a plus besoin. Il y a de nombreux secteurs dans lesquels on voit très bien que le client s'est détourné effectivement de l'entreprise parce qu'elle produit mal ou elle produit ce qu'il ne veut pas. Donc je suis absolument sûr que c'est là que ça se passera. Pour que ça fonctionne, il faut deux choses. Il faut de la volonté, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, les responsables, les actionnaires, je dirais aussi les travailleurs de l'entreprise, aient envie de produire mieux, peut-être à un prix plus élevé, peut-être à de nouvelles contraintes. Et il y faut des capitaux absolument considérables. Le mot de mécénat a été prononcé, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Le mécénat, c'est une forme de charité que je ne méprise pas du tout, mais le fonctionnement de l'économie, ça passe par l'épargne. C'est l'épargne qui va permettre l'investissement. Et de ce point de vue-là, les marchés financiers, dont on connaît toutes les faiblesses, tous les défauts et toutes les critiques qu'ils peuvent mériter, sont le lieu de passage, de transformation de cette épargne pour pouvoir effectivement aller investir. Et quand ça n'a pas lieu, l'entreprise, ça va mettre du temps, mais l'entreprise finira, sinon par péricliter, par sortir du marché et perdre sa position. Et on a de plus en plus d'épargne disponible dans le monde. C'est la très bonne nouvelle, effectivement, de ce point de vue-là, car en économie, on n'est jamais tout à fait sûr de ce qui va se passer demain, et on constate en général qu'il y a des effets secondaires souvent inattendus. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes, pour des raisons que l'on connaît, dans une fabrication de monnaie un peu inquiétante, qui, pour des gens habitués à une économie classique, ne comprennent pas très bien les risques que l'on va prendre en fabriquant autant de monnaie, et néanmoins, cette épargne, elle ne demande qu'à s'investir. Et aujourd'hui, elle s'investit mal, encore.
si je peux le dire, non pas pour prendre une position de maître d'école, mais simplement pour dire qu'effectivement, on manque de vision de long terme. Donc on cherche de la protection à court terme. On manque d'investissement, et particulièrement en France, de goût d'entreprendre. Donc on ne transforme pas suffisamment son épargne, qui est abondante. La France est un pays où au monde, le taux d'épargne est parmi les plus élevés, de l'ordre de 16, 17, 18% des revenus même l'année dernière. Et néanmoins, on manque d'investissement disponible dans les entreprises. Et il y a une autre bonne nouvelle, parce que AGP Grande Tendance connaît un intérêt croissant de la part des adhérents. Donc, ils ont été 4 fois plus nombreux à participer cette année à la consultation. Mais peut-être, est-ce que vous pouvez d'abord préciser qu'est-ce que c'est, les grandes tendances ? Je dirais une tendance au sens très littéral du terme. Dans un dictionnaire, une tendance, c'est une force, en quelque sorte. C'est aussi un mouvement, en quelque sorte. C'est le mouvement d'une communauté, c'est le mouvement d'une population. Donc il y a une tendance, effectivement, à aller dans un sens ou dans un autre. Le mot est souvent mal utilisé dans les marchés financiers, ou plus exactement correspond à autre chose. On parle de tendance baissière ou de tendance haussière. C'est pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Une grande tendance, c'est pas cela. C'est quelque chose, me semble-t-il, qui structure la société et qui donc structure les marchés financiers aussi. C'est quelque chose qui représente un mouvement de long terme, qui n'est pas pour autant éternel, mais qui représente réellement un changement dû au progrès ou dû effectivement à une modification de la société. Est-ce que vous pourriez illustrer vos propos par un exemple ? Il est évident que quand on regarde le XXe siècle, eh bien, il y a une tendance qui nous a fait passer d'une économie agricole à une économie industrielle. Dans un deuxième temps, on est passé d'une économie industrielle à une économie de services. Dans un troisième temps, on est passé d'une économie de services avec beaucoup de personnel à une économie, c'est ce qui se passe en ce moment, qui est en train de se digitaliser. Bon, voilà pour ce qui concerne le progrès. Si on regarde les structures de la société, eh bien, vous voyez bien que l'évolution de la société, par exemple le vieillissement de la population, mais en même temps la décohabitation, fait que ni vous ni moi n'avons probablement notre grand-mère à domicile. Et donc nous sommes obligés d'inventer d'autres façons pour les loger, pour les héberger, pour les soigner, pour les nourrir. C'est la même chose pour les repas familiaux. Il y a un siècle, tout le monde prenait la totalité de ses repas chez soi, sauf un repas de mariage dans l'année. Eh bien aujourd'hui, il y a à peine la moitié des repas qui sont pris à domicile, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le déplacement, etc. Donc ce sont des tendances durables. Durable. Justement, la dimension d'investissement à long terme, est-ce que ça vous paraît décisif pour réussir un vrai tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique, Evra ? Encore une fois, je ne me prononcerai pas sur des questions d'investissement, mais le côté long terme me semble effectivement une des clés de réussite, enfin de notre survie même, globalement. Ouais. Mais ça va dans tout, y compris dans les décisions politiques générales. J'ai mis un exemple qui me vient en tête de quelque chose qui a été fait un petit peu de travers. Vous vous souvenez sûrement évidemment de l'épisode de Fukushima où le Japon a subi évidemment un raz-de-marée colossal, etc. Et ils ont arrêté du jour au lendemain leur centrale nucléaire. Et tout le monde, chez nous, en Europe, a acclamé cette décision en disant c'est fabuleux, ils ont réussi du jour au lendemain à fermer ça. Et puis, bah oui, mais personne ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas arrêté de consommer, par contre. Hein, donc, comment ils ont remplacé tout ça ? Parce qu'ils avaient un pack énergétique qui était essentiellement tourné sur le nucléaire. Et ben, ils se sont retournés vers le charbon. Sauf que le charbon, tout le monde le sait, je pense, ça ne vient pas comme ça, tout seul non plus. Et évidemment, les Japonais n'avaient pas de charbon, donc ils sont allés en importer, en l'occurrence d'Indonésie, décidément on en parle beaucoup, et c'est évidemment des ravages colossaux un peu partout sur la planète que ça génère, y compris du réchauffement climatique supplémentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est souvent dans des espèces d'effets de mode ou d'effets d'instant, de spontanéité, d'urgence, de trucs, et il y a assez peu de réflexion à long terme, malheureusement. Donc oui, je pense que ça serait une bonne idée. Christian, est-ce que vous pensez que ce sera suffisant de capter une grande tendance pour faire un investissement profitable ? Non, c'est plus compliqué. Je crois qu'il faut effectivement être bien conscient qu'une tendance, c'est un mouvement, c'est une perspective, c'est un horizon de long terme. Et je reprends à mon compte, si je puis dire, l'expression de long terme, qui est absolument essentielle, effectivement, en matière d'investissement. Il faut que l'investissement soit de long terme. Le quick money, comme on dit en anglais, est rarement, effectivement, performant. Ça ne dure pas. Et donc, il faut absolument de l'investissement de long terme. Et précisément, les adhérents de l'AGP, ce sont des gens qui épargnent pour de longues durées. Ils ne sont pas là pour 8 jours, pour 8 semaines. Ils sont là pour une longue période. Donc il y a de l'argent à long terme qui est disponible. Et pour autant, effectivement, il n'est pas toujours employé au bon moment. Donc il faut absolument accepter, effectivement, d'être patient, ce qui n'est pas la qualité dominante.
Une grande tendance, ça n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, on investit toujours dans une entreprise, quel que soit le support d'investissement que vous choisissiez, que vous lui prêtiez de l'argent ou que vous lui donniez en tant qu'actionnaire. Donc il faut effectivement que l'on sélectionne ces entreprises. Elles ne vont pas toutes réussir. Même si on est dans une tendance qui est très favorable, il y aura des échecs, il y aura des déchets, il y aura des erreurs. Il faut donc effectivement s'appuyer sur une autre compétence, celle de l'analyste financier et du gérant, dont le métier est effectivement de suivre la stratégie de l'entreprise, de la comprendre et de voir sa capacité à la mener à long terme. Et est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? Oui, je crois qu'il y a des précautions à prendre parce qu'encore une fois, il ne faut pas se laisser impressionner simplement, je dirais, par l'étiquette. Aujourd'hui, on voit très bien les thèmes qui sont porteurs. Effectivement, la santé est porteur, l'énergie est porteur. Tous ces thèmes sont absolument essentiels et je ne cherche pas à les réduire. Mais il faut effectivement être conscient, d'une part, qu'il y a des effets, je dirais, de suivisme dans les marchés financiers. C'est une des critiques qui leur est faite le plus fréquemment possible et on se plaint en permanence du comportement moutonnier, qui est une façon d'ailleurs de ridiculiser souvent aussi les boursiers dont on dit, voyez, ça monte, ça baisse, ils suivent le mouvement, ils n'y comprennent rien. Non, c'est quelque chose qui est intrinsèque au marché financier. Le problème n'est pas de critiquer cela, c'est de s'en protéger. Il faut donc arriver effectivement à gérer l'épargne à long terme en essayant de ne pas perdre son objectif. Et son objectif, c'est d'investir dans des entreprises et des projets de bonne qualité, avec une bonne stratégie, une bonne équipe dirigeante, de bonnes équipes travailleuses. Mais vous avez également mentionné cette mode, je dirais, en mode mouton. On suit en ce moment, tout le monde investit, se précipite sur les valeurs de la RSE, de la santé. Comment choisir justement les bonnes entreprises qui réussissent dans la durée et qui sont bien gérées? C'est le travail de l'analyste financier et du gérant. Chacun regarde l'investissement d'une manière un petit peu différente. Je dirais l'analyste financier est en général un spécialiste d'un secteur et qui est capable justement à l'intérieur du secteur de repérer les différents types de stratégies. Si vous êtes analyste du pétrole, eh bien vous savez très bien effectivement que la stratégie de Total et d'Exxon n'est pas la même. Et comme par hasard, le marché financier, c'est-à-dire le gérant derrière, sanctionne. Effectivement, car il y en a un, même si effectivement on est très réticent sur l'avenir du pétrole, il y en a qui ont quand même commencé à prendre un virage en direction d'autres énergies. C'est le cas de Total, peut-être pas assez vite, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça n'est pas le cas d'Exxon, qui lui pratiquement n'a rien fait depuis 20 ans, et comme par hasard, son cours de bourse ne progresse absolument pas. Et comme vous le savez, Exxon est même sorti de l'indice Dow Jones en 2020, ce qui était absolument impensable pour un homme de ma génération quand il a commencé son métier. Donc il y a une sélection qui est faite par les marchés financiers grâce à l'analyse qui est faite par l'analyste et le gérant. Merci Christian Rabaud. Donc, je dirais investir dans les bonnes initiatives, les beaux projets qui deviennent des projets à long terme. C'est aussi ce que vous faites, Évrard. Et donc, vous avez aidé à mettre en place avec Nature Évolution un système de gestion de déchets très efficace et économiquement rentable en Indonésie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet? Avec plaisir. En fait, on est parti d'un constat simple qui est que chaque jour, quand on allait sur place, on voyait les gens sortir de chez eux le matin avec leur sac poubelle, comme on le ferait chez nous, sauf qu'au lieu de le mettre dans une poubelle, ils le balançaient dans la mer devant chez eux. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, c'est une image qui m'a absolument frappé. Et je me suis dit, c'est juste hallucinant qu'un pays développé, on parle de l'Indonésie toujours, c'est un pays où les gens ont quasiment le même niveau de vie que le nôtre, il y a encore ce genre d'agissement. Et donc, on s'est simplement dit, bon, on ne va pas révolutionner l'Indonésie aujourd'hui, mais on peut peut-être essayer de faire quelque chose à une échelle locale. Et si ça marche à l'échelle locale, peut-être que ça voudra bien se dupliquer, se multiplier sur toute l'île de Sulawesi et peut-être même sur tout le périmètre, toute la côte de l'Indonésie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Indonésie, c'est le deuxième plus gros producteur de déchets en mer. Alors, je cite bien producteur de déchets en mer, c'est-à-dire qu'il y a un tel manque de contrôle des déchets qu'aujourd'hui, il y a 3600 tonnes de déchets plastiques par jour qui sont déversés dans l'océan juste en Indonésie. C'est le deuxième producteur après la Chine. Et ensuite, nous, on arrive quelques temps après. Mais donc ces 3600 tonnes par jour, elles arrivent évidemment la plupart dans les fameuses gyres océaniques dont on a déjà entendu parler, qui sont des espèces de gigantesques poubelles plastiques, mais ça arrive aussi beaucoup sur le littoral de toutes les îles du monde et de tous les continents.
Et donc sur cette zone-là, en tout cas là où on travaille, on a affaire à des populations qui vivent à 85% des ressources de la pêche. Ces gens-là sont en train de vivre dans une espèce de poubelle générale, quoi. Ils s'en rendent pour l'instant pas complètement compte, mais il y a de plus en plus de filets qui remontent avec plus de plastique que de poissons. Il y a une analyse de la fondation Ellen MacArthur qui disait que dans 2050, si on continue comme ça, et malheureusement c'est parti pour, on aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Et on a déjà tous les poissons qui mangent le plastique. Et effectivement, et on les ingère nous aussi. Mais donc, on est parti de ce constat-là en se disant, bon, ces gens, localement, ils vont très vite avoir besoin, urgemment, d'un autre écosystème. Donc, on a essayé de discuter déjà avec les gens, d'initier un certain nombre de ce qu'on appelle des clean-up sessions, donc des journées de nettoyage de plages, des récifs coralliens, des villages eux-mêmes, etc. Donc beaucoup de sensibilisation. Et puis on est allé voir les autorités locales, le chef district, le chef du gouvernement, etc. Et puis on est allé voir si on pouvait installer des bacs poubelles individuels, puis des bacs de quartier, puis éventuellement des petits tricycles avec des petites bennes derrière pour acheminer ces déchets sur un collecteur. Puis ensuite d'acheminer ces gros paquets de déchets dans une zone où ils peuvent être traités au sens local du terme. On n'est pas encore à des échelles de recyclage comme il peut y en avoir en France, encore que la France n'est pas non plus un modèle de recyclage, mais toujours est-il qu'on on a mis en place tout le système de collecte, de transport, et puis quand on est arrivé au bout, on s'est dit, bah oui, mais c'est bien beau, mais là on est en train d'accumuler encore dans ce qu'on appelle des landfills, c'est-à-dire des décharges, quoi. Alors c'est toujours mieux que l'océan, mais enfin c'est pas non plus beaucoup plus réjouissant. Et donc on a mis en place un atelier avec des machines qui broient, qui nettoient, qui font en fait de la matière première, plastique, qu'on peut réutiliser. Oui. Et cette matière première, donc, elle est produite dans des petits sacs, puis dans des gros ballots, puis ces ballots remplissent des containers, et ces containers sont acheminés ensuite vers des entreprises qui sont capables d'exploiter cette matière première. Et du coup, ils sont vendus, enfin, la matière première est vendue, et les revenus issus nous permettent d'alimenter ce petit... Vous avez été aidé, ou comment vous avez travaillé avec les collectivités locales, les pouvoirs publics? Alors, pour être tout à fait honnête, on s'est tourné vers ce projet au tout départ. Il y avait tellement d'enjeux en Indonésie qui nous tenaient à cœur qu'on ne savait pas par où commencer, et on s'est dit que la priorité, c'était de se tourner vers un des projets qui allait avoir le moins d'opposition. Histoire de créer aussi un lien important avec les communautés, avec les autorités locales, etc., pour qu'ensuite on puisse s'attaquer à des problèmes peut-être plus ambitieux, en tout cas plus problématiques, comme le nickel ou l'huile de palme, etc., puisque c'est aussi un gros producteur d'huile de palme. Et donc, quand on est allé voir les autorités, on n'a eu aucune opposition. On a eu que... En fait, évidemment, tout le monde a envie de vivre dans une maison propre et dans un océan propre et de pêcher des poissons sans plastique. Donc ça s'est fait relativement bien. Et c'est allé même jusqu'à récemment, là, il y a une dizaine de mois, où le chef du gouvernement, donc le gouverneur de la province dans laquelle on agit, qui a pris le projet à son compte, il a évoqué ce projet comme si c'était un projet du gouvernement. Donc moi, je trouve ça très bien quand ça se passe comme ça. Merci Évrard. Je suis ravie d'accueillir maintenant Varine Boontrock, directeur adjoint des gestions chez BFT-IM et expert des grandes tendances. Bonjour Varine. Bonjour. Donc BFT-IM est partenaire d'AGP depuis 2007 dans le cadre de la gestion financière de son unité de compte AGP Grandes Tendances, et vous êtes donc le gestionnaire qui choisit les tendances. Peut-être tout d'abord vous pourriez dire un mot sur BFT-IM et sur l'année boursière 2020. L'événement majeur, c'était que nous avons accéléré la transformation en gestion durable de nos portefeuilles. 4 de nos fonds ont obtenu le label ISR l'année dernière et plusieurs fonds ont aussi obtenu le label Relance. Les bonnes performances boursières l'année dernière ont fortement contrasté avec le choc économique subi par la crise. La France, l'année dernière, aura subi la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors comment expliquer ce grand écart ? Les banques centrales et les États sont intervenus de manière inconditionnelle pour soutenir les entreprises, pour éviter qu'ils fassent faillite et pour leur permettre en quelque sorte d'enjamber la crise jusqu'à l'arrivée du vaccin. Un deuxième facteur aussi explique ces bonnes performances boursières. Il n'y a eu pas que des perdants pendant cette crise.
Cette crise a accéléré quelques grandes tendances, par exemple le télétravail ou la digitalisation, et les entreprises actives dans ces secteurs ont vu leurs ventes explosées et bien sûr ont dégagé des bons résultats. Maintenant, AGPI, grande tendance, comment est gérée cette unité de compte et quels sont les résultats? Alors, AGPI grande tendance est une unité de compte qui investit en actions, mais pas directement, mais à travers des fonds d'action que nous avons choisis soigneusement. Chaque année, les grandes tendances obtiennent des performances relativement disparates. À titre d'exemple, l'année dernière, la grande tendance qui a le moins bien performé, entre guillemets, a gagné 1%, et c'est celle qui a le mieux performé, a gagné 45%. D'ailleurs, il s'agissait de celle que nous avions choisie, la transition énergétique. L'unité de compte est investie dans les grandes tendances depuis 5 ans, depuis 2015. Et depuis 2015, nous avons obtenu dans cette unité de compte des performances nettement meilleures que les actions internationales. Super. Et maintenant, vous allez nous révéler votre choix pour les grandes tendances de l'année 2021. Donc, je vous rappelle qu'il y avait 3 choix, l'eau, la nutrition et la transition énergétique. Et les adhérents d'AGPI ont voté pour la transition énergétique. Est-ce que vous confirmez ce choix? Je vais donner l'enveloppe à Évrard qui va révéler le secret. Si. Ah, lourde tâche. Ouais. Transition énergétique. Alors voilà, nous avons reconduit notre choix de l'année dernière. Alors 3 facteurs peuvent expliquer cette continuité dans le choix. La crise sanitaire nous a fait prendre conscience du lien de causalité. Tu en as parlé aussi tout à l'heure, Évrard, il me semble, entre la pandémie, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique. Cette crise aura accéléré cette prise de conscience et va aussi accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième point, tous les États ont initié des plans de relance pour redémarrer l'économie à la fin de la crise. Ces plans de relance consacrent une part très importante à la transition énergétique. Pour le plan européen, ce sera à peu près 1/3, c'est considérable. Ces investissements vont se déverser dans l'économie, soutenir les entreprises pendant les 10-15 prochaines années. C'est-à-dire c'est un horizon d'investissement très intéressant et relativement stable. Le dernier point, c'est un point de vue purement boursier. Nous estimons que les entreprises actives dans la transition énergétique connaîtront une croissance qui sera supérieure à la croissance de l'économie en général. Et cela, quelle que soit la conjoncture économique du moment. La transition énergétique sera donc la grande tendance qui correspond le mieux au scénario boursier 2021 pour BFT-IM. Évrard, pour vous, c'est quoi le défi climatique? Pour moi, c'est... Je vous surprends avec cette question. Pour moi, c'est avant tout un défi éthique, je dirais. Continuer encore à parler ou à opposer croissance et décroissance, sobriété, consommation débridée, etc. Je pense que d'ici peu, on ne parlera plus de ça, mais on parlera plutôt de paix et de guerre. Et c'est ce que je crains le plus. Et cette histoire de changement climatique nous amène à ça aujourd'hui. Et notre inactivité, notre passivité précisément, aujourd'hui, face à ces événements, nous amène à être dans des conditions difficiles pour nous déjà. Alors on parle souvent de nos enfants, etc. Mais même pour nous, je pense que ça peut arriver relativement vite. On est sur une planète, on le sait, avec des choses finies. Hein. C'est un élément rond, donc il y a un bout tout autour. Et puis les produits qu'on extrait sont finis. On parle de limite de l'eau, on parle de limite de tout un tas de choses. Je cite l'eau parce que a priori, ça sera très probablement la source des conflits planétaires les plus rapides et les plus importants. C'est pour ça que je reviens sur la notion d'éthique. Je crois que si on peut s'entendre dans tous les domaines sur un seul point, c'est qu'entre la paix et la guerre, il vaut quand même mieux la paix. Et donc, je pense que si on doit faire des petits sacrifices pour se garantir la paix, quitte à avoir peut-être un petit peu moins de pouvoir d'achat ou à avoir un petit rendement un peu inférieur, je pense que tout le monde conviendra que ça vaut la peine de tenter. Merci Évrard. Vous avez mentionné tout à l'heure l'importance d'investissement dans des beaux projets écologiques. Justement, Varine, comment investir dans la transition énergétique?
La transition énergétique n'est pas seulement une affaire d'État, mais les entreprises ont aussi un rôle très important à jouer. Et la transition énergétique peut aussi être vue comme une stratégie d'investissement dans un portefeuille. Et cette stratégie d'investissement peut s'articuler autour de 4 axes. Dans notre unité de compte, c'est le fonds Robeco Smart Energy qui représente cette grande tendance parmi les 11 présentes dans le portefeuille. Alors, premier axe, les énergies renouvelables. Deuxième axe, la distribution d'énergie. Et le troisième axe, c'est la recherche d'efficience énergétique. Et le quatrième et dernier axe, c'est la gestion efficiente de l'énergie. C'est un secteur un peu plus spécialisé, mais très important aussi. Qu'est-ce que tout ça vous évoque, Évrard, ou comment investir, d'après vous, dans la transition énergétique, ou comment choisir les entreprises? Alors, encore une fois, c'est un domaine que je connais évidemment moins bien que les forêts tropicales. C'est intéressant, votre regard là-dessus. Mais ce que je sais, pour être un peu un lecteur de tout ce qui se passe et ce qui se fait, il y a des centaines, des milliers d'entreprises même qui ont déployé, développé des technologies et des nouvelles initiatives pour améliorer notre gestion de l'énergie. Et donc, c'est clair que ce serait bien de pouvoir les soutenir largement, mais ça va autant dans le domaine de la transition énergétique, si je peux rebondir, que sur des volets tels que l'usage du plastique. Par exemple, on l'évoquait tout à l'heure, voilà, il y a des entreprises qui aujourd'hui, alors que personne ne le sait, c'est encore pire que je trouve que la transition énergétique, il y a des choses qui existent, qui se font, dont personne n'avant. Je cite un exemple d'une entreprise qui fabrique des bouteilles. Alors j'allais dire des bouteilles plastiques, vous voyez, le lapsus justement, ce ne sont pas des bouteilles plastiques, ce sont des bouteilles faites avec des matériaux végétaux, et à la fin, ça ressemble comme une goutte d'eau à une bouteille plastique. Le petit problème qui est associé à ce genre de choses, c'est que quand on veut faire une bouteille comme ça coûte légèrement plus cher que de le faire avec du plastique. Seulement ça, ce sont des coûts d'échelle. On sait que si on arrivait à en produire beaucoup plus, forcément le coût diminuerait et peut-être qu'il deviendrait compétitif avec le prix d'une bouteille plastique. Et donc, comment on fait pour que ces entreprises-là puissent prendre le lead? C'est qu'à un moment, il faut qu'elles aient de l'aide, un investissement justement, pour que le coût de la fabrication devienne inférieur. Mais il y en a plein des entreprises comme ça, c'est ça qui est chouette. Mais voilà, elles ont besoin d'être appuyées. Et en l'occurrence, je félicite AJP et BFT pour le soutien à ce genre d'initiative. Merci Évrard et Varine. Donc on va regarder maintenant l'une des solutions technologiques dans cette transition énergétique, c'est le développement de l'hydrogène. L'hydrogène pourrait devenir un levier essentiel de cette transition. Les perspectives de croissance du marché de l'hydrogène renouvelable sont, je pense, très prometteuses. On va écouter maintenant l'analyste financier Thomas Geneges du gestionnaire d'actifs néerlandais Robeco. Donc, il a répondu depuis Zurich à nos questions sur la filière de l'hydrogène. On l'écoute. La nécessité d'une forte et rapide transition énergétique ne fait aujourd'hui plus de doute. Pour atteindre cet objectif, il est critique de limiter l'augmentation de la demande d'énergie, mais aussi d'utiliser au maximum les énergies renouvelables. Si l'hydrogène est l'élément le plus abondant dans l'univers, son utilisation reste jusqu'à aujourd'hui restreinte. Il est possible de générer de l'hydrogène soit à partir d'hydrocarbures, c'est-à-dire d'énergie fossile, soit à partir d'électrolyse, c'est-à-dire en cassant les molécules d'eau. C'est là que se trouve la grande évolution de ces dernières années. En effet, l'électrolyse se fait en utilisant de l'électricité, et il est donc possible de générer de l'hydrogène en utilisant des sources d'énergie renouvelables. Pour atteindre ses objectifs ambitieux de neutralité carbone à l'horizon 2050, l'Union européenne a donc mis en place un large plan d'investissement combinant le développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène. La part de l'hydrogène dans le mix énergétique européen est ainsi censée croître d'une proportion de 2% aujourd'hui à une proportion de 12 à 14% en 2050. Un des exemples d'entreprises françaises actives dans ce secteur est Alstom. Elle a été la première à mettre en service un train à hydrogène, le Coradia Highland. Air Liquide est-elle l'entreprise française qui a l'activité la plus développée en hydrogène aujourd'hui. Air Liquide doit donc maintenant axer ses efforts pour convertir sa production d'hydrogène aux énergies renouvelables et continuer à développer son réseau de distribution. McPhy, quant à elle, fait figure de petit poussé à côté de ces deux géants industriels, mais l'entreprise de la Drôme est devenue, depuis sa création en 2008, un des leaders mondiaux de l'électrolyse. En conclusion, s'il est produit par électrolyse à partir d'énergies renouvelables, l'hydrogène apparaît comme le médium idéal. Il permet de stocker l'électricité,
et de décarboner les secteurs difficiles à électrifier. Les plans de support européens et nationaux vont permettre le développement des technologies et de l'infrastructure jusqu'à ce que les coûts aient diminué suffisamment pour que l'hydrogène vert devienne viable sans subvention. Voir la part de l'hydrogène croître de 2% aujourd'hui à plus de 15% nous semble donc réaliste et représente des opportunités d'investissement considérables. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant sur l'hydrogène. C'est une vraie promesse technologique dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, pour conclure maintenant, Évrard Varine, comment agir d'une manière responsable aujourd'hui? Moi, il me semble qu'on a besoin de sortir peut-être d'un schéma qu'on entend un petit peu trop, qui est cette opposition permanente entre les gens qui font de l'argent et les gens qui essayent de protéger la nature. Je le disais déjà tout à l'heure, mais je crois que c'est une des clés de la réussite de cette transition qui, on le sait, va être relativement brutale. Enfin, il faut qu'elle le soit, parce que c'est une question d'urgence. Mais si on ne veut pas que justement que ce soit fait dans le conflit, voilà, il faudrait à un moment donné que les gens se parlent, s'entendent, s'écoutent plutôt. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même suffisamment nombreux, suffisamment argumentés, suffisamment tout ça, chacun dans son domaine, pour qu'on puisse construire un avenir sain et positif et réfléchi et à long terme, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Le dernier point que je voudrais peut-être utiliser, c'est on parle beaucoup de ce qui est en train de se passer sur cette planète et de la nécessité d'agir. Mais au-delà de la nécessité, moi, je le sais, puisque ça fait plus de 10 ans que je m'investis corps et âme dans la protection de la nature, je crois aussi, peut-être que ça ne transparaît pas, mais je crois que ça rend heureux d'agir pour quelque chose qui nous paraît... Ça se voit. Ok, bon, tant mieux. Non, mais je pense sérieusement que c'est comme quand on fait un cadeau à Noël. Voilà, ça rend heureux de faire un cadeau. Et bien, c'est exactement pareil de se dire qu'on fait des cadeaux, si je puis dire, ou en tout cas qu'on rend le monde meilleur pour nos enfants ou pour même les enfants de nos enfants. Voilà, et ça... C'est une générosité, en fait, quelque sorte. Je ne sais pas si ça va jusque-là, mais ce que je veux dire, en tous les cas, c'est que... il me semble qu'on peut, encore une fois, perdre un petit peu en confort, mais gagner beaucoup en bonheur, voilà, en faisant quelque chose qui va dans le bon sens. Merci. Varine, je vous laisse le mot de la fin. Comment être en désaccord avec un homme heureux comme Évrard? Je suis d'accord avec toi de dire que la transition, la lutte contre le changement climatique ne peut pas être que punitive et négative. Il faut aussi trouver des aspects positifs. Alors j'espère qu'à travers cette émission, nous vous avons donné envie d'investir dans le futur. D'investir dans le futur, ça ne veut pas seulement dire saisir des opportunités d'investissement à long terme, mais aussi de contribuer, et c'est là probablement qu'on trouverait le plus de bonheur, à un meilleur avenir pour nous et pour les générations futures. Merci, un grand merci à vous deux. Donc cette première édition dédiée aux grandes tendances s'achève dans quelques instants. Moi, je voudrais juste dire, ce que j'ai retenu, c'est vraiment 3 choses. Je pensais, c'est le financement des ONG, la recherche dans les entreprises, c'est vraiment c'est clé pour la préservation de notre planète. Il ne faut pas oublier les États aussi qui doivent faciliter les investissements en créant des conditions nécessaires à ces développements cruciaux. Et aussi, ce qu'on a mentionné plusieurs fois, c'est vraiment la responsabilité de chacun. Par exemple, par son choix d'épargne, on peut agir. Donc, merci encore à vous deux. Un grand merci à tous nos spectateurs qui ont suivi cette émission. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et pour conclure, maintenant, comme je vous ai annoncé, on est avec GAPS. Donc, on va découvrir maintenant les œuvres de GAPS qui a suivi toute l'émission. Bonne année à toutes et à tous et je vous souhaite un bon vent pour justement rappeler les mers immortalisées par Évrard. Au revoir. Bonjour Annette, bonjour à tous. Effectivement, je vous ai suivi, c'était très intéressant. Donc je vous ai suivi dans cette émission AJP Grandes Tendances. Et malheureusement, ces grandes tendances ont été vérifiées. La Terre ne se porte pas bien. Évrard la parcourt, il ne peut que constater. La Terre est devenue un petit peu une poubelle. Et malheureusement, ça fait longtemps qu'on le sait. Et on peut être désespéré parce que rien ne se fait. On a l'impression qu'on ne l'écoute pas, cette brave Terre. Et moi, je me mets un petit peu à la place de la nouvelle génération. Tous ces enfants qui vont venir derrière nous. Est-ce qu'on ne va pas être un petit peu coupable? Est-ce qu'on ne va pas être un peu redevable de cette terre qu'on leur laisse?
Donc Annette, vous avez posé la question à Christian et à Évrard. La première question, c'était depuis combien de temps existe AJP? 45 ans, a répondu M. Rabot. Et Évrard, lui, la Terre dont il s'occupe, c'est 4,5 milliards d'années. Donc là, c'était pas à égalité. Heureusement, Christian nous a dit qu'il y avait des grandes tendances et que AJP, justement, s'occupait de ces grandes tendances. Et la grande tendance, c'est le réchauffement climatique, les conflits. Et celle qui a été votée cette année, c'est la transition énergétique. Donc cette transition énergétique, cette grande tendance est partagée par tous les adhérents AJP, mais l'adhérent AJP, quand même, il veut aussi la préservation de la planète, mais la préservation également de ses intérêts, de son épargne. Annette, vous avez posé une question un petit peu dure à Évrard. Quels étaient les constats qu'il faisait? Et Évrard nous a raconté qu'en Indonésie, il constatait une déforestation vraiment à grande échelle. Donc ça m'a inspiré ce dessin, qui est un tout petit peu triste. Un autre exemple que nous a rapporté Évrard, toujours en Indonésie, les déchets sont complètement rejetés à la mer. Ça m'a inspiré ce petit dessin où on voit un gamin qui retrouve ce que son père achetait dans le poisson qu'il est en train de manger. Mais Évrard n'a pas un regard pessimiste. Lui, son truc, c'est vraiment d'explorer le monde, mais il est très conscient que pour explorer le monde, il a besoin du mécénat, il a besoin des entreprises. Et l'un ne va pas sans l'autre. Les entreprises ont besoin d'explorateurs comme Évrard pour rêver, et Évrard a également besoin des entreprises pour mettre ses rêves en action. Et M. Rabot nous a dit que justement, il y avait de plus en plus d'entreprises qui étaient vertueuses, et que c'est justement vers ces entreprises vertueuses que M. Rabot poussait ses adhérents. Mais moi, il y a une question que moi je me pose personnellement, est-ce que Évrard n'est pas le dernier explorateur? Est-ce que les générations futures pourront explorer des mondes perdus comme lui, il a encore la chance d'en explorer? Alors un petit dessin rigolo, un petit dessin on va dire un peu taquin. J'ai bien aimé cette présence d'un explorateur en plein milieu d'un monde financier très comptable. En tout cas, on s'aperçoit que AJP est très soucieux de trouver des placements intéressants à ses adhérents. Et ils étudient les meilleurs placements en bourse. Ensuite est venu Varine. Donc Varine, lui, il nous a expliqué que les défis, les contradictions, en fin de compte, c'était très bien. Ça permettait d'avoir beaucoup d'opportunités. C'est un peu comme dans l'art, s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de création artistique. On retrouve un petit peu cet exemple-là dans la finance. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'opportunité. Et donc là, il y a beaucoup d'opportunités. Évrard a repris la parole pour dire qu'en fin de compte, le but de ces améliorations écologiques, c'était quand même d'accéder au bonheur. L'homme est sur Terre pour quand même y vivre de plus en plus heureux et avec de plus en plus de bonheur. Donc merci Évrard de nous avoir ramené à des considérations très humanistes. Moi je suis comme Évrard, je ne suis pas pessimiste, je suis AJPiste. Quand je vois tout ça, cette émission est plutôt positive. Il y a plein de choses qui se font. Merci Annette et merci à vous tous, à bientôt.